Bonjour à tous. On va commencer. Écoutez, on est très content d'être à Lyon aujourd'hui pour vous parler un petit peu de notre aventure produit chez JobTeaser. Alors, je vais faire une petite enquête. D'abord, combien parmi vous dans cette salle sont product owner, product manager ou bossent dans les métiers de produit? Ok, une bonne majorité. Combien sont développeurs? Ok. Et combien sont au marketing ou sur d'autres fonctions? Ok, c'est relativement équilibré. Alors, moi, j'ai commencé ma carrière de product manager il y a maintenant 6 ans, chez Dashlane. Quand j'étais au début, j'étais un peu frustré du métier parce que je passais au final un petit peu trop de temps à faire des spécifications, à faire de l'UX avec dans Jira. Et au final, je trouvais que je passais trop peu de temps avec mes utilisateurs sur le terrain, à avoir un petit peu une vision que j'avais lue dans les livres de pratiques un peu plus américaines. Et donc, je suis arrivé chez JobTeaser en tant que directeur du département produit. Et je me suis dit, comment on pourrait un peu recréer une culture où au final, les gens, vraiment, peuvent avoir cette liberté d'action. Vous savez, on décrit souvent les product managers comme des mini-CEO, des gens qui ont vraiment l'opportunité d'aller sur le terrain, de créer des propositions de valeur et d'avoir une grande liberté d'action. Et moi, ce que je connaissais, c'était plutôt des roadmaps, vous savez, qui cascadent du top management et qu'on doit exécuter un peu, où on est plus sur le comment que sur le pourquoi. Mais tout ça, on doit le faire en maintenant de l'autonomie, de l'alignement, pour être sûr que l'entreprise va dans le bon sens. Donc cette conférence, elle est à propos de comment on a essayé de positionner le département tech chez JobTeaser pour accomplir cette mission. Alors le premier truc à se demander, c'est est-ce que c'est possible de bosser de cette manière? C'est pas compatible, je pense, dans toutes les entreprises. Dans JobTeaser, on a un truc qui nous aide, c'est qu'on a une mission qui est forte. On bâtit tous vers un idéal commun et c'est ce qui anime un petit peu tous les employés. Chez nous, la mission, elle est assez simple. Alors quand on la formule de façon propre, ça donne ça. We prepare the new generation to reach their full potential, embrace the future with optimism and make their mark in the world. Quand on le formule plus simplement avec des mots en français, ça donne on aide les jeunes qui sont en université ou dans des structures secondaires à trouver le job dans lequel ils sont bien, dans lequel ils vont être à leur place, ils vont être épanouis, et quand on est épanoui, on peut en faire profiter les autres. En gros, on essaye de casser un petit peu la fracture qu'il y a entre le monde académique et le monde professionnel, où souvent elle est quand même assez grande. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait des universités parmi vous, mais c'est peut-être le cas le plus flagrant, où ça n'a rien à voir ce qu'on fait à l'école, et notre premier travail. Notre mission, c'est de régler ça pour que son premier boulot, on se sente à sa place. Et ça, c'est hyper important parce que c'est ce qui drive tous les employés de l'entreprise. C'est un peu fondé à JobTeaser sur l'histoire de notre CEO qui a eu une crise de la quarantaine à 28 ans quand il était en conseil en strat dans un grand groupe et qui s'est dit mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas qu'il aimait pas particulièrement le conseil en strat, il s'est demandé comment il avait terminé là et c'est juste qu'il était bon élève. Au final, qui s'était jamais trop posé de questions et qu'il a toujours pris les trucs qui lui ouvraient le plus de portes. Et il s'est dit, mais c'est fou, je suis atterri dans un truc que je ne connais pas, je me sens pas particulièrement à ma place, et j'ai fait ça de manière très peu informée, je ne sais même pas quelles sont les alternatives. Donc ça, c'est ce qui nous anime tous. On veut régler ce problème-là. Ça, c'est bien parce que ça donne du contexte, et on va le voir, c'est très important quand on veut donner de l'autonomie. Le deuxième truc, et ça va me forcer à nous expliquer un peu plus notre modèle, c'est qu'on est dans un contexte où on devait passer d'un mode feature factory, vous savez quand on développe les features les unes après les autres, à un mode qui est plus sur créer des propositions de valeur et faire de l'innovation. Est-ce qu'il y en a qui connaissent JobTeaser? Cool, ça fait quelques-uns. Alors pour les autres, c'est très simple, on est la plateforme carrière des étudiants. Quand vous êtes à l'université ou dans des grandes écoles, là où vous trouvez vos stages et vos emplois, c'est sur JobTeaser en fait. Donc nous, on fournit une plateforme carrière qui est top-notch à des écoles de manière gratuite. Okay, donc elle remplace leur vieil intranet miteux que personne n'utilisait, qui avait une UX qui datait des années 80 et qui n'arrivait plus à faire évoluer, qu'ils avaient fait par des éditeurs de software, avec un outil qui est beaucoup plus avancé et qui est gratuit pour les écoles. Donc aujourd'hui, on équipe plus 700 universités gratuitement. J'ai mis 600, mais ça a évolué depuis. Pour que les écoles puissent administrer leur service carrière. Et notre business model, il est simple. Comment on gagne de l'argent? Une fois qu'on a une masse critique d'universités, dans un pays ou dans plusieurs, on peut permettre aux entreprises de diffuser du contenu dans la plateforme. Donc là, c'est génial. Vous êtes recruteur, plein de vous, je pense, être dans des entreprises à Lyon. Si vous voulez toucher d'un seul clic plus de 2 millions d'étudiants qui sont dans notre plateforme, vous pouvez le faire.
directement dans leur établissement. Donc c'est ça qu'on monétise. Tout ça pour dire pourquoi on est dans un contexte d'innovation. Dans un premier temps, l'entreprise, ça a été de faire ce que, je vais caricaturer un peu, ce que Roger du service carrière nous demandait de faire. Pour migrer les services carrières à notre solution, il a fallu remplacer des outils qui avaient été développés en spécifique pour eux et remplir tous les cas d'usage qu'ils traitaient déjà avant. Donc ça pouvait être très spécifique. Et dans ce mode-là, c'était très efficace, on va dire, d'être plus en feature factory avec un cahier des charges clair et on livrait. On a passé du temps à construire un réseau d'écoles, à remplir les besoins qu'avaient les différents intervenants du service carrière. Et on s'est retrouvé dans cette situation, si vous voulez, qui est super, qui est que maintenant on a quasiment toutes les grandes écoles et les universités d'Europe, et on est en phase d'accomplir notre mission. Mais pour ça, il faut inventer quelque chose qui n'existe pas. L'orientation, ça ne marche pas très bien aujourd'hui, et il n'y a aucun outil qui existe, donc il ne s'agissait plus de délivrer sur un cahier des charges. Ça, c'est assez important, parce que c'est le contexte dans lequel je suis arrivé. Donc on est sur du B2C dans le sens où on va de plus en plus essayer de toucher les étudiants en direct, et on est dans une entreprise qui est drivée par une mission clé. Donc ça, c'est super, vous allez le voir, parce que ça donne énormément de contexte aux équipes, et c'est compatible avec un mode où on est plus dans l'expérimentation que dans le dogme. Alors, moi, mon poste, c'est le directeur du département produit. Qu'est-ce que je fais à mon niveau ? Comment, moi, j'apporte de la valeur à mes équipes sans, entre guillemets, micromanager la roadmap et les features qu'il y a à faire ? Alors, les premiers trucs qui sont importants, c'est que moi, je peux faire mon travail que si au niveau de l'entreprise, on a défini nos objectifs de façon claire. Pour ça, on utilise le Golden Circle. Alors, je ne mériterais pas mon titre si je ne passais pas un Golden Circle dans la présentation. Je pense que vous connaissez tous cet outil. Qu'est-ce que c'est le pourquoi d'une boîte ? Le pourquoi d'une boîte, en général, c'est sa mission. Ça, c'est ce que je vous ai montré. Le comment, alors c'est là qu'il y a beaucoup de gens qui passent directement à la vision produit. Le comment, c'est notre métier. Donc on veut aider les jeunes à trouver leur place. Quel métier on exerce pour réaliser ça ? Le job to be done. Vous connaissez sûrement la terminologie si vous faites du produit. Nous, notre job to be done, c'est d'être un coach d'orientation at scale. Donc notre boulot, c'est vraiment de coacher les étudiants. On le fait avec un framework, si ça vous intéresse, en 3 étapes. On les apprend à se connaître. C'est difficile de trouver un bon boulot si on se connaît mal. On leur fait explorer les opportunités et on leur fait atteindre ce qu'ils veulent. Donc c'est nos 3 étapes. Ça, c'est notre métier. On est des coachs carrière. Après ça, et seulement après ça, quand on a défini ces 2 choses proprement, je peux définir ma vision produit. Et c'est super important parce que de temps en temps, le why et le how sont mal définis et du coup, c'est difficile de faire son travail en tant que CPO si on n'est pas d'accord avec toute l'instance un petit peu directive sur ces éléments qui sont un peu clés, qui sont structurants dans la boîte. Cela étant dit, maintenant, comment je peux poser ma vision produit ? Je peux le faire de plein de manières différentes. Mais elle est là. Alors ça, je vais vous montrer, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Moi, à mon niveau, j'essaye de définir un petit peu notre stratégie, notre vision produit avec 3 grands livrables. Le premier, c'est la carte au trésor, le trésor. Qu'est-ce qu'on atteint ? C'est ma vision produit. Donc en gros, la vision produit, c'est dans 5 ans, si on réussit notre mission, à quoi ressemble le produit ? C'est quoi qu'on vise ? Nous, pour vous donner l'exemple, on va essayer de faire la première plateforme d'orientation at scale. C'est-à-dire que vous pouvez, chacun de vous dans cette salle, vous êtes tous assez différents, on a tous nos spécificités, vous pouvez aller sur jobteaser.com et avoir un parcours d'orientation qui est 100% adapté à votre cas, qui va vous mener au job qui vous correspond. Donc c'est pour tout le monde, c'est inclusif et ça marche de façon 100% personnalisée. Ça, c'est ma vision produit. Je pourrais passer 20 minutes à vous détailler un petit peu plus les ramifications, mais c'est ce qu'on veut atteindre. Ça aurait pu être plein de trucs, by the way. Quand je regarde notre Golden Circle, on veut coacher les jeunes pour qu'ils trouvent un boulot. Ça aurait pu être, j'embauche 500 coachs carrière sur un call center et je les fais appeler les étudiants en direct. Ça aurait pu marcher comme ça, ou ça aurait pu être d'autres plateformes. Non, nous, on a décidé, sur un modèle scientifique, de le rendre disponible sur une plateforme online et at scale. Donc ça, quelques tips pour définir votre vision produit, pour qu'elle marche. Elle doit être ambitieuse. Ça, c'est un petit peu le premier truc. Si on a l'air de pouvoir l'atteindre en 1 ou 2 ans, probablement vous manquez d'ambition. Pour que ce soit un petit peu inspirant, que les gens aient envie de bosser dessus, il faut que ça soit un petit peu un saut, une vraie rupture d'innovation. Donc nous, on veut rendre l'orientation at scale 100% personnalisée. Ça doit évidemment accomplir votre mission, ça c'est évident. Et le dernier truc, c'est que oui, l'horizon de temps, c'est environ de 2 à 5 ans pour l'atteindre. Donc ça, c'est bien. J'ai mon trésor, je sais où je dois aller. Après, comment je procède ? Il me faut une carte au trésor. La carte au trésor, c'est une stratégie produit. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Moi, je vois ça comme une succession de product market fit. Donc, c'est des produits qu'on va donner à un segment sur lequel ça va marcher et après, on pourra passer à autre chose. Donc, c'est un petit peu les grandes milestones, les étapes clés qui vont vous conduire à votre trésor.
Je ne vais pas rentrer dans tous les détails là-dedans parce que ça pourrait être compliqué de vous expliquer tout Job Teaser. Mais on pourrait dire, par exemple, d'abord, j'adresse les universités d'élite. J'adresse, les grandes écoles d'ingé, les grandes écoles de commerce. Je trouve un product market fit là-dessus. Puis ensuite, je ramène les alumni dans la plateforme parce que les alumni, c'est un super vecteur d'orientation. Si j'ai quelqu'un qui a fait le même programme que vous 3 ans avant qui va vous parler, c'est quand même beaucoup plus efficace que des fiches métiers rédigées de façon impersonnelle. 3, je remonte upstream, donc je me situe pas seulement quand les étudiants cherchent un boulot, mais je remonte un petit peu plus profondément quand ils rentrent dans l'université pour qu'ils apprennent à se connaître. 4, j'essaye de booster l'extension, c'est-à-dire que je ne m'adresse plus seulement aux étudiants d'élite et j'essaye de toucher tout le monde. Ça, c'est un exemple, c'est juste pour dire c'est une succession de product market fit, c'est super important. Qu'est-ce qu'on cherche quand on fait ça? C'est un seul à la fois. Okay, il y a beaucoup de boîtes qui ont tendance à se divertir, à adresser plein de personas, plein de produits différents. Nous, on essaye de canaliser tout le département produit sur un product market fit à la fois. Le deuxième truc, c'est que placer évidemment le client qui est au centre. Nous, on a 3 types de clients, hein, les étudiants, les écoles et les entreprises. Ici, c'est l'étudiant qu'on met en avant parce que c'est lui qui est dans notre mission. Et troisièmement, évidemment, ça paraît un peu évident, mais il faut le dire, il faut que ce soit aligné avec la stratégie d'entreprise. Si par exemple mon département sales a prévu d'adresser les étudiants ingénieurs pour les entreprises et de faire 10 millions là-dessus, et que moi j'adresse les écoles de commerce en premier élément de ma stratégie produit, ça ne va pas marcher. En vrai, c'est beaucoup plus compliqué que ça, il y a plein de contraintes, et il faut que moi je trouve un chemin qui s'aligne avec la stratégie de la boîte et qui marche pour toutes les entités de Job Teaser. Une fois qu'on a ça, c'est cool. Vous pouvez me dire, on a le trésor, on a la carte au trésor, c'est déjà super, mais qu'est-ce qui manque? C'est ce qu'on appelle les product principles. Ça, c'est des petits jeux d'heuristiques, c'est des règles assez simples qui vont permettre aux gens de prendre des décisions au jour le jour. Alors, je vous donne un exemple très concret que j'aime bien. Chez eBay, quand ils ont commencé, ils avaient souvent des conflits d'intérêts quand ils faisaient des features entre les acheteurs et les vendeurs sur les besoins. Ils disaient, mais est-ce qu'on priorise, entre guillemets, les besoins des acheteurs dans un premier temps ou des vendeurs? On ne sait jamais. Ils ont un peu réfléchi, ils se sont dit, on va toujours prioriser les acheteurs par-dessus les vendeurs, parce que s'il n'y a pas d'acheteurs, les vendeurs ne servent à rien. On peut avoir une marketplace avec énormément de trucs, s'il n'y a pas d'acheteurs de l'autre côté pour les acheter, c'est mort. Donc en cas de conflit d'intérêts, on priorise l'acheteur. Nous, on fait la même chose, par exemple, avec les étudiants. Si les entreprises ont un besoin différent de les étudiants sur une même feature donnée, on va essayer de faire passer les étudiants d'abord. On en a d'autres, c'est qu'on est sur un sujet de l'orientation, donc ça nous dépasse, on ne va pas réussir en tant que petite start-up, enfin on est grand maintenant, on est une scale-up, à le faire tout seul, c'est un sujet qui nous dépasse, donc on va le résoudre en écosystème. Donc on va se baser sur les écoles et sur les entreprises qui sont avec nous pour y arriver. C'est un problème qu'on craquera de façon non individuelle, mais en écosystème. Et le deuxième truc, c'est par exemple l'universalité, c'est que ça doit être accessible, ça doit marcher pour tout le monde, etc. etc. Ça, j'en ai plein, j'en ai, je sais pas, 5 ou 6, je pense. L'idée, c'est que ça aide les équipes à prendre des décisions au jour le jour. Là, c'est top, je commence à être pas mal, je sais pas ce que vous en pensez, mais on a un trésor, on a une carte au trésor, et on a des principes produits. Vous remarquez qu'à ce stade, j'ai toujours pas parlé de feature. Je n'ai pas dit quelle fonctionnalité on va faire. Ça, c'est super important. Ok, maintenant, comment je mesure mon avancement en termes de est-ce que j'ai accompli mes objectifs? C'est là qu'en général, plein de boîtes, de façon assez traditionnelle, construisent des roadmaps qui sont hyper détaillés, avec des quarters, vous avez telle feature à faire pour Q1, pour Q2, pour Q3, etc. etc. Nous, on ne marche pas comme ça, on marche avec des OKRs. Alors ça commence à devenir assez populaire, mais plein de boîtes le font de plein de manières différentes. Vous connaissez les OKRs, j'imagine? Ouais. Ok, alors nous, la façon dont on a décidé de le faire, c'est assez particulier. C'est que, il y a des boîtes qui décident, par exemple, avec leurs OKRs, de dire, mon objectif 1, je sais pas, ça va être de faire 10 millions d'euros, de faire le booking, de faire le chiffre d'affaires. Mon objectif 2, ça va être de conquérir l'Angleterre. Et mon objectif 3, ça va être je ne sais quoi. Nous, on ne met pas d'objectifs comme ça, qui ne font pas directement avancer la mission. C'est un peu le lien conceptuel qu'on fait, c'est que chaque objectif qu'on formule doit indiscutablement nous faire progresser dans notre mission d'aider les étudiants à trouver leur place. Donc ça, c'est super important parce que ça va donner beaucoup de sens aux actions de vos collaborateurs. Je vous donne un exemple. Donc notre mission, c'est d'aider les étudiants à trouver leur place. Pour le faire, on va essayer d'aider les services carrières des écoles à toucher plus d'étudiants. Donc ça, c'est mon premier objectif. Le deuxième, on va aider les étudiants qui sont dans des universités où le service carrière n'existe pas. Je pense que vous avez tous connu ça. Je ne sais pas, entre vous, combien ont déjà parlé à quelqu'un d'un service carrière?
donc assez peu. Bon bah voilà, faut que je vous adresse aussi si le service carrière entre guillemets ne sert pas grand chose dans votre université. Et le troisième truc, c'est aider entre guillemets les entreprises à trouver le bon fit et les étudiants à trouver la bonne entreprise. Donc là, c'est du matching. C'est vraiment de trouver la place aux gens dans laquelle ils vont être bien. Ça, c'est super important parce que ça donne du sens. Donc la personne qui va se retrouver à bosser sur un certain objectif, sur un certain key result, il va pouvoir ramener son travail, même le développeur qui bosse à l'infra, qui est au fond de la matrice, il va pouvoir relier son travail à la mission de l'entreprise. Donc c'est quand même super. D'ailleurs, on a un développeur de l'infra dans cette salle qui est chez nous. Voilà, ça c'est le premier truc. Le deuxième, que vous pouvez regarder dans ces OKR, c'est qu'on adresse un segment sur chaque objectif. Le premier, je dis Empower Strong Career Services. Alors ça, c'est un persona chez nous, c'est les universités qui ont un service carrière fort. Par exemple, quand on va à Oxford, en Angleterre, ils sont 100 au service carrière et ils mettent une réelle énergie à toucher les étudiants. Et on sait que si on aide le service carrière, on aidera les étudiants. Ça, c'est mon persona. Le deuxième, c'est les étudiants d'université. Eux, souvent, c'est les étudiants qui n'ont pas de service carrière. Et le troisième, c'est par exemple Enterprise and Top Students, c'est mes histoires de students, les étudiants d'élite, donc c'est là que je mets ma stratégie produit, j'adresse mes market fit. Ce qui est important, c'est que ça permet aux équipes de se concentrer sur un persona et d'avoir beaucoup plus d'impact que si elles s'étaient diverties à adresser beaucoup de personas en même temps. Donc c'est génial, j'arrive à relier mes objectifs à la mission, j'arrive à avoir un persona par objectif, donc je sais vers qui je bosse et je construis de la valeur. Et le troisième truc, que je trouve super aussi, c'est que nos objectifs, si on les prend dans l'ordre, l'objectif 1, c'est d'équiper les universités avec notre outil. L'objectif 2, c'est d'aider les étudiants avec notre modèle d'orientation. Et l'objectif 3, c'est d'impliquer les entreprises dans le parcours de l'étudiant, et c'est comme ça qu'on fait notre revenu. Et ça, c'est notre cycle, si vous voulez, de vente chez JobTeaser. 1, on équipe les universités gratuitement. 2, on engage les étudiants. Et 3, on met les entreprises dans l'équation et on gagne de l'argent. Donc, tout ça pour dire que ça a beaucoup de sens. Là, on raconte une vraie histoire avec nos objectifs et nos key results de cette manière-là. Et quand on a ça, voilà, c'est hyper important parce que ça va aider aux gens à avoir une représentation très cohérente et à pouvoir bosser avec une autonomie qui est forte. Ça prend un temps fou à faire des OKR comme ça. On s'est réunis avec le CODIR, on a probablement débattu des dizaines d'heures pour arriver à quelque chose comme ça parce qu'il y a des choix. C'est un vecteur de stratégie en fait. Des fois, on fait des OKR où on ne prend aucune décision, on dit on va faire 10 millions, ça ne me dit pas comment. Là, je vous dis non seulement comment on fait avancer la mission, quel persona on vise et dans quel ordre on bosse. Donc je raconte une histoire. Et les histoires, c'est hyper puissant pour donner de l'autonomie aux gens. Ça va être un peu ma conclusion. Si vous voulez créer un département tech où les gens puissent travailler en autonomie dans leur squad et bâtir sans dicter des features, le fait qu'ils aient beaucoup d'informations stratégiques, c'est clé. Mais l'information, ça ne suffit pas. Il faut la structurer de manière à ce qu'elle soit digeste et qu'elle fasse une belle histoire. Donc mon deuxième truc, c'est qu'on doit utiliser nos frameworks produits qu'on nous donne un peu dans toutes les conférences, type les OKR, les Product Principles, de manière à créer du sens. Il faut que vos choses animent vos équipes et qu'elles comprennent de manière hyper simple. On est plein de collaborateurs dans une entreprise, il faut que les gens retiennent ce qu'on dit. Et c'est parce qu'ils retiennent l'information qu'ils vont pouvoir être autonomes. Et voilà, c'est ma grande takeaway, c'est moi je considère mon métier comme étant un peu un conteur d'histoires, des histoires qui reflètent la stratégie de l'entreprise, qui reflètent comment on va atteindre la mission, qui reflètent mes principes produits, et après, avec ça, je peux laisser tranquillement la main à mon équipe pour construire le bon produit. Ça c'est pour prendre un peu de hauteur avec une citation un peu perchée. C'est Anatole France qui nous dit que pour accomplir de grandes choses, il ne faut pas seulement agir mais aussi rêver, pas seulement planifier mais aussi croire. Voilà. Donc tout ça, utilisez vos frameworks produits pour bâtir du sens et ça va emmener vos collaborateurs. C'est bien gentil. On a créé tout ça. Après, j'ai un Head of Product qui se ramasse tout ça sur le museau. Comment lui, il fait pour, de son côté, retransmettre ça à ses équipes. Bonjour à tous, je m'appelle Cyril, donc je suis Head of Product chez JobTeaser sur la partie Guidance, on appelle ça. Donc Arthur tout à l'heure a mentionné la mission de JobTeaser, l'effort qu'on place sur l'orientation des étudiants. Et ça c'est principalement la mission de ma tribe. Donc on est la tribe qui va travailler sur des produits à forte valeur innovante et on essaie de craquer un problème qui jusqu'ici n'a jamais été craqué, c'est la guidance, l'orientation des jeunes. Comment est-ce qu'on fait pour créer un produit qui va effectivement aider les gens à s'orienter? C'est assez difficile à faire et c'est sur cette mission qu'on se concentre.
Et donc c'est essentiellement de là que je vais tirer mes exemples pour vous expliquer le métier de Head of Product chez JobTeaser et ce que ça implique sur l'orientation produit et tech de JobTeaser. Donc le Head of Product, c'est un chef de tribe. Donc, je ne suis pas sûr que Arthur ait fait la précision, mais chez JobTeaser, on a une organisation un peu à la Spotify, en squad et en tribe. On peut imaginer la squad comme une unité indépendante de production de valeur. C'est une équipe multidisciplinaire qui va avoir une mission, donc un OKR, et qui va chercher à impacter ses métriques de succès. Et elle va jouir d'une certaine autonomie. Par contre, on a des sujets, donc notamment la guidance, c'est un sujet très vaste. Donc, c'est pas une seule squad qui va pouvoir impacter cette mission. Et donc, on est obligé de les grouper, en fait, de faire des grappes de squads qui sont des tribes. Donc, une tribe, c'est un groupe de squads qui a un objectif commun plus grand que ce que peut délivrer en termes d'impact une squad toute seule. Et donc, un Head of Product, en premier lieu, c'est un chef de tribe. Et donc, en tant que chef de tribe, il a la responsabilité du recrutement, donc de recruter des PM pour sa tribe et de les coacher au quotidien pour essayer de faire en sorte qu'ils progressent dans leur métier de Product Manager et de maximiser leur impact. Donc ça, c'est la partie évidente, on va dire, enfin, la plus difficile en fait, mais la partie naturelle du métier de Head of Product. La dernière partie, ça va être de définir les objectifs, l'organisation, la stratégie de la tribe. Et c'est là-dessus que je vais passer l'essentiel de mon temps dans cette présentation, parce que finalement, la stratégie, typiquement, c'est un mot que tout le monde emploie, mais on ne sait jamais exactement ce que ça veut dire dans le contexte de telle ou telle compagnie. Donc c'est ça que je vais essayer d'expliciter. Donc je vais repartir des OKR d'Arthur. Et je vais essayer d'expliquer comment en fait le Head of Product, c'est un espèce de traducteur qui va prendre un objectif super vaste qui s'adresse à toute l'entreprise JobTeaser, qui va le traduire en langage compréhensible par une équipe produit et qui va en faire quelque chose d'un peu plus concret, qui va générer une organisation à partir de ça, au niveau de sa tribe, et qui va mettre ses PM dans les meilleures conditions pour avoir un maximum d'impact. Donc si on repart des OKR de l'année de JobTeaser en tant qu'entreprise, ce sont des OKR qui s'appliquent à toutes les équipes de JobTeaser. Ce n'est pas uniquement aux produits. Ça va être aussi aux équipes métiers, au marketing, etc. Et donc c'est des OKR qui donnent une direction générale, stratégique à toute l'entreprise. Seulement ces OKR, ce n'est pas forcément des concepts qui sont directement actionnables par une équipe produit. Si on regarde les métriques de succès qu'on a ici, typiquement sur le deuxième OKR, on a x4 en weekly active user, on a x4 data points. C'est des éléments qui sont intéressants, mais une équipe produit ne va pas forcément pouvoir facilement actionner, changer, faire évoluer ces métriques, et surtout ne va pas forcément pouvoir le faire de façon isolée. C'est des métriques qui vont aussi être impactées par les équipes business, etc. Donc ce n'est pas forcément une bonne idée de directement se baser sur ces métriques-là. Donc il y a toute une étape d'interprétation de ces OKR pour une équipe produit. Et donc le Head of Product, de la même façon que les autres chefs d'équipe dans les autres départements, va avoir pour mission de dire moi je pense que ma tribe devrait s'orienter vers tel objectif, maximiser telle métrique de succès, et je fais le pari que si j'ai cet impact que je cherche à avoir sur ma métrique de succès, je vais aussi aider cet OKR et cet OKR de l'entreprise. Donc la première étape pour moi, quand je suis arrivé chez JobTeaser, ça a été de formuler mon propre objectif avec ma propre métrique de succès. Et finalement, ce qu'on a choisi pour ma tribe, c'est de digitaliser ce qu'on appelle le parcours d'orientation des étudiants. Donc on a une équipe innovation chez JobTeaser, c'est une équipe de psychologues de l'orientation qui ont fait énormément de recherches, qui ont fait beaucoup aussi de revues de littérature, etc. pour essayer de se dire finalement c'est quoi l'orientation. Et on a sorti un concept qu'on appelle le Universal Journey, le parcours universel, qui est un peu l'ensemble de process mentaux par lesquels quelqu'un doit passer pour converger vers un projet professionnel concret, pour trouver sa voie. Et notre défi, du coup, ce qu'on s'est dit pour l'année, là je parle des objectifs de 2020, c'est qu'en 2020, on veut pouvoir avoir une version complètement digitalisée de ce process-là sur la plateforme JobTeaser. Donc ça, c'est concrètement ce qu'on veut faire et le service qu'on veut rendre aux étudiants en 2020. Et notre KPI de succès, ça va être une métrique, alors je pense que je l'explicite là, ouais.
on a défini un OKR, donc une métrique de succès pour notre tribe, qui va être ce qu'on appelle les valuable actions de l'étudiant. Donc ça, c'est un concept un peu, c'est un agrégat de plein de choses en fait. Une valuable action, ça va être toute action de l'étudiant sur la plateforme JobTeaser qui montre qu'on a de la valeur pour cet étudiant et qui derrière nous met en position de monétiser notre plateforme en vendant aux entreprises la possibilité de créer du contenu qui va intéresser l'étudiant. Typiquement, si mon étudiant vient sur la plateforme et remplit son profil, me donne de l'information sur lui, ça va m'aider derrière à pouvoir... donc déjà, ça veut dire que en fait, le profil chez le JobTeaser, c'est un élément qui aide à l'écriture de CV. Donc ça veut dire que l'étudiant trouve qu'on a de la valeur pour lui parce qu'on l'aide à écrire son CV. Derrière, ça nous met en position de mieux le connaître et donc de lui servir, par exemple, des offres d'emploi qui peuvent lui correspondre. Donc ça, c'est on appelle ça une valuable action parce que ça suggère de la valeur pour l'étudiant et pour nous. Et donc, en fait, notre métrique de succès sur la tribe, ça va être un agrégat de toutes ces valuable actions qu'on a définies. Et on les a définies en mettant un plus fort poids sur les actions qui nous permettent de mieux profiler l'étudiant, de mieux apprendre à le connaître, en se disant que si on connaît mieux l'étudiant, derrière, on va créer plus de valeur pour lui et pour les entreprises, et donc pour nous-mêmes. Et donc, en fait, cette métrique, on appelle ça une North Star métrique, parce que c'est une métrique qui a cette propriété d'être très proche de la valeur qu'on crée pour l'étudiant, très proche de la valeur qu'on crée pour nous-mêmes et qui nous permet de vraiment lire finalement ce qui se passe sur la plateforme. Et si on regarde tous les valuable actions qu'on mesure, pour un étudiant donné, ça nous donne un peu son profil d'intérêt sur la plateforme. On voit une personne qui remplit son profil, qui va chercher beaucoup d'offres d'emploi. Donc ça nous dit que cette personne est déjà un peu à la fin de son orientation, elle sait ce qu'elle veut, elle cherche à trouver un emploi. On va avoir des gens qui sont plus actifs sur la partie test psychométrique pour apprendre à se connaître, etc. Ces gens-là, on va se dire il en est plutôt au début de son parcours, il apprend à se connaître et c'est là qu'il en est, etc. Ça nous permet de vraiment profiler les utilisateurs. Donc, une fois qu'on a défini une métrique de succès et un objectif, donc là c'était notre métrique de succès, North Star Metric, qui est les User Valuable Actions. On dit qu'on veut faire x10 là-dessus dans l'année, ce qui va nous montrer une augmentation d'engagement des étudiants sur la plateforme. Il faut définir une organisation. Et donc là, on essaye de former des squads qui font du sens. Et ce qu'on essaie, alors une organisation qui a du sens pour nous, c'est une organisation qui maximise l'impact des squads et qui limite les dépendances. Donc on a des squads d'impact, donc c'est des squads qui vont avoir leur OKR et qui ne vont pas avoir de scope fonctionnel. On ne va pas avoir une squad qui a l'ownership de telle ou telle page du site ou de tel bloc technique. On va avoir une squad dont l'objectif est d'aider les étudiants à rencontrer leur communauté d'alumni, par exemple. Et elle va avoir son propre OKR, sa propre métrique de succès, et donc c'est une squad qui est définie par l'impact qu'elle est censée avoir sur les étudiants. En termes de définition des scopes, pour minimiser les dépendances, on essaie d'aligner ces scopes avec ce qu'on appelle les véhicules de valeur. Donc là, c'est un peu difficile de cerner exactement ce que c'est que des squads définis en fonction des véhicules de valeur versus une squad d'impact classique, parce que c'est des concepts qui se recoupent un peu. Il faut le voir comme si on imagine une situation strictement transactionnelle. Je suis une entreprise, j'ai un client, je lui apporte un service, donc je lui apporte de la valeur. Finalement, un produit, c'est quoi? C'est un véhicule de valeur. C'est un truc qui va packager cette valeur que je donne à mon utilisateur et qui va lui donner forme. Et c'est à travers ce véhicule de valeur que je vais délivrer de la valeur. Chez JobTeaser, on fait en sorte que le scope des squads d'impact soit aligné avec ces véhicules de valeur, de telle sorte que sur un véhicule de valeur donné, il y a une seule squad qui va travailler. Ça, c'est super quand on veut trouver rapidement un market fit, par exemple, ou proposer un nouveau type de produit, parce que cette squad, elle va être capable de vraiment opérer en autonomie, il va y avoir très peu de dépendance avec les autres squads, et c'est comme ça qu'on va aller le plus vite possible. Après, si cette squad trouve un market fit sur un projet qui peut être potentiellement très ambitieux, cette squad peut devenir à son tour une tribe, et on pourra faire une subdivision de véhicules de valeur à l'intérieur de cette tribe et recommencer l'organisation comme ça. Mais ça nous évite vraiment d'avoir des dépendances entre squads et de maximiser l'impact. Le troisième critère qu'on a pour la création pour l'organisation, c'est que quand on définit nos squads, on va définir des OKR pour chacun de ces squads. Il faut qu'on ait un rapport très direct et très lisible et très clair entre les OKR des squads et celui de la tribe, pour que chaque squad sache où elle se situe dans la mission globale de la tribe. Alors là, désolé, c'est la partie un peu technique, mais je vais essayer de rendre ça pas trop aride. Si je regarde ma North Star Metric, qui est celle des Valuable Actions dont j'ai parlé tout à l'heure, cette North Star Metric, c'est une quantité mathématique, je peux l'écrire un peu comme je veux. Je peux l'écrire
sous forme de ce produit par exemple. Si vous simplifiez ça, vous avez toujours les valuable actions dont je parlais tout à l'heure. En fait, si j'écris ma métrique comme ça, dans la façon que j'ai d'écrire ma métrique, je vois déjà les leviers sur lesquels je vais pouvoir actionner pour maximiser cette métrique. Si on regarde les 3 blocs que j'ai ici, ça me dit que typiquement le premier bloc, je peux faire augmenter ma métrique finale si j'augmente le nombre d'étudiants qui s'enregistrent sur la plateforme. Le bloc du milieu me dit que je peux faire en sorte que les étudiants inscrits soient actifs sur la plateforme et donc les réengager s'ils sont plus actifs. Et le dernier bloc me dit que je peux essayer, pour un étudiant actif donné, de maximiser le nombre de valuable actions pour cet étudiant, donc le faire venir plus souvent sur la plateforme, etc. Et donc ça, vous pouvez lire un petit peu déjà dans cette façon d'écrire la métrique, un peu une organisation qui se dessine. Je peux dire, j'ai un bloc, je vais essayer de voir si je ne peux pas proposer de la valeur aux étudiants, de sorte que j'ai ma squad qui va être un peu alignée avec un de ces blocs et un de ces blocs qui compose ma dense métrique. Et du coup, ce bloc, ça va être un peu l'OKR de ma squad, enfin la métrique de succès de ma squad. Donc en fait, là vous retrouvez cette dense métrique écrite sur la gauche, là, la façon de la décomposition dont je parlais. On s'arrange pour que chaque squad ait plusieurs choses qui soient très bien définies. Et un OKR, donc, qui se concrétise par une métrique de succès qui elle-même fait partie de notre dense métrique dans la façon dont on l'écrit. Une audience, donc un utilisateur final bien défini, et un problème, donc une valeur à apporter qui soit bien définie pour cette audience. Et ensuite, on donne une carte blanche à cette squad pour délivrer sur sa mission. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'au niveau tribe et au niveau head of product, on est vraiment là pour créer de l'alignement, mais préserver l'autonomie. Donc, si j'applique ce genre de framework et que je place mes squads dans cette situation, chacune de ces squads va savoir clairement quel est son objectif, comment cet objectif se met en relation avec ceux des autres squads pour créer un truc plus grand. Et elle va être libre après derrière d'aller trouver son market fit, d'aller trouver la solution sans problème, etc. Si je prends l'exemple ici, typiquement de mes squads, donc les rectangles sur la partie droite sont mes squads dans ma tribe. On voit une squad qui s'appelle Communities. Donc tout à l'heure, Arthur parlait de ramener les alumni sur la plateforme et d'aider les étudiants à rencontrer les alumni de leur école pour discuter et essayer de s'orienter et comprendre ce qu'ils ont fait dans leur vie. Ça, on considère que c'est une valeur qu'on apporte à l'étudiant, c'est la partie interaction, finalement, qui est un des 3 piliers de l'orientation. Pour s'orienter, il faut interagir avec des gens, apprendre ce qu'ils ont fait, et de là, ça nous aide à réfléchir, ça nous aide à nous connaître, et ça nous aide à prendre des décisions pour l'avenir. Et donc, on a décidé qu'on allait avoir une squad, donc l'objectif, c'est d'apporter de la valeur interaction aux étudiants, et cette squad, c'est la squad Communities, qui a une mission énorme, parce qu'évidemment, créer cette plateforme pour la communauté, c'est un truc qui pourrait être aussi gros que tout le reste de JobTeaser existant actuellement. Et cette squad, elle va d'abord essayer de faire un truc simple, de trouver un market fit, et si ça marche, si ça prend, peut-être que ça deviendra une tribe indépendante. Et derrière, on fera une espèce de la même démarche un peu fractale, de trouver les véhicules de valeur à l'intérieur, les sous-véhicules de valeur à l'intérieur de cette valeur interaction, et de recréer des squads à l'intérieur. Et enfin, une fois qu'on a un objectif et une organisation, il faut trouver une stratégie. Et là, ce qui est important de comprendre, c'est qu'encore une fois, on est là pour créer de l'alignement, mais on veut préserver l'autonomie. Donc quand on parle de stratégie, le head of product, c'est pas celui qui va inventer la stratégie de chaque squad et la donner à chaque product manager et dire voilà, maintenant, trouve une façon de délivrer ma stratégie. La stratégie au niveau tribe, pour nous, c'est vraiment créer la bonne image mentale pour tous les PM de la tribe, pour faire en sorte qu'ils se replacent dans un contexte plus grand que celui de leur squad uniquement, et qui gardent en tête la big picture de la tribe, qui gardent en tête la stratégie de la tribe dans son ensemble, pour après aller chercher la meilleure façon avec leur squad de s'aligner avec ces stratégies et de créer de la valeur. Donc typiquement, là, bon, c'est juste un exemple, hein, quand on a commencé avec ma tribe, on s'est tous posés, on a fait un atelier, on s'est dit, ben voilà, ce que vous voyez en haut, c'est un peu les étapes du parcours universel que je mentionnais tout à l'heure, les différentes étapes à travers lesquelles l'étudiant doit passer pour s'orienter. Et on se dit, ben voilà, comment est-ce que chaque squad pourrait décliner sa propre roadmap ou sa propre stratégie, sa propre succession de market fit à aller chercher, d'une façon qui, au global, construit un truc plus grand qui va être cet énorme paquebot produit qu'on essaie de créer, qui est la guidance digitalisée. Et on regarde vraiment ce qu'on va chacun pouvoir faire à court, moyen, long terme. Comme l'a dit Arthur, on ne crée pas de roadmap, on ne crée pas de timeline, on crée juste une succession de product market fit. Et c'est pour ça qu'on n'essaie pas de dire en Q1 je vais délivrer ci, en Q2 je vais délivrer ça. On cherche juste à atteindre des market fit, à avoir un impact. Et on se dit, pour atteindre ma vision finale, qui va être mon market fit final, il faut d'abord que je passe par telle et telle et telle étape. Et donc ma roadmap ou ma stratégie, ça va être d'avoir ce market fit à short terme, mid terme et long terme.
Voilà, donc finalement, si je veux résumer tout ça, je dirais que la couche Head of Product, la couche Tribe, est là pour traduire un peu la mission vaste de Job Teaser en quelque chose de plus actionnable, qui donne un petit peu de cadre, pour créer l'alignement, et pour s'assurer que derrière les squads ont la bonne autonomie pour avoir un maximum d'impact, et de coacher du coup derrière CPM pour les aider à maximiser cet impact. Voilà, et donc maintenant que j'ai parlé de cette couche-là, on va parler du cœur du réacteur, on va dire, qui est le Product Manager chez Job Teaser. Donc je repasse la parole à Arthur là-dessus. Ok, alors ça peut vous paraître tout ça beaucoup de framework, etc. Mais là, ce qui est génial, c'est quand je me place en tant que product manager et que j'attaque, j'ai pas de roadmap à exécuter. Donc j'ai pas mon CEO qui a eu une idée sous la douche de faire un meilleur chatbot pour l'onboarding et qui va me dire il faut absolument faire ce truc-là demain, comment on se démerde. Là, en gros, j'ai une métrique que je dois faire avancer, j'ai du contexte stratégique que m'a donné Cyril. Je dois faire monter les actions qui sont valorisables pour l'orientation et je sais comment les autres squads sont positionnés. Donc avec tout ce contexte-là, moi je suis grand et je suis responsable, voilà, en tant que product manager, de lead developer et un peu de product designer qui sont notre triptyque, de trouver les bons sujets pour apporter de la valeur. Donc ça c'est hyper important, c'est le modèle où on essaye de promouvoir la valeur plutôt que les features. Donc on optimise l'outcome et pas l'output. Ce qu'on valorise chez nous, c'est pas j'ai shippé telle feature à l'heure, c'est j'ai fait bouger ma métrique vers le haut. Et ça, c'est fondamental parce que ça suggère une démarche qui est radicalement différente. Bon, ça, c'était un exemple pour vous montrer ça, mais il y a 1000 façons de l'adresser. Par exemple, l'an dernier, on avait un product manager qui avait la métrique, le but de la squad, c'était d'augmenter les candidatures sur des offres d'emploi permanents, les CDI, par opposition au stage. Elle avait 1000 façons de l'adresser. Elle aurait pu dire je fais un meilleur onboarding, je sais pas, je pousse plus vers les étudiants à contacter des entreprises, enfin il y avait plein de façons de le faire. Et elle a choisi en l'occurrence de booster la connexion aux alumni. C'est dit que la meilleure façon d'exploiter notre réseau, du fait qu'on soit dans les écoles, c'est de nous connecter avec des gens qui ont fait la même chose que nous pour qui eux nous proposent de l'emploi. Ça a vraiment de la valeur et ça se trouve pas sur un autre job board, mais c'est elle qui l'a choisi, on lui a pas imposé. Comment ça se passe ? Faut toujours rendre des comptes quand même à ces parties prenantes quand c'est comme ça. Donc comment, entre guillemets, on dit ce qu'on fait et on implique le CEO, les comités exécutifs, les différentes parties prenantes métiers là-dedans. On a ce qu'on appelle une setup week. Donc au début de chaque trimestre, une squad doit, entre guillemets, mener une petite enquête interne. Elle passe prendre les inputs de tous les stakeholders, les parties prenantes. Elle résume ce qu'elle a appris sur le terrain de son trimestre précédent et on fait un débat. C'est-à-dire qu'elle présente sa stratégie pour le trimestre. On est en général 7 ou 8 autour de la table et on a un débat. Donc ça permet aux gens de s'exprimer, de donner leur avis et éventuellement d'infléchir, de donner de s'exprimer. Le product manager reste le décisionnaire final. Donc si, entre guillemets, quelqu'un essaye de pousser absolument son idée de features, si le product manager n'a pas envie de le faire, il ne le fera pas. Mais ça donne l'occasion aux gens de s'exprimer sur un format qui est convenu à l'avance. Et avec ça, on fait confiance aux équipes pour prendre les bonnes décisions. Une fois qu'on a fait ça, voilà, l'équipe part sur le terrain et essaye de trouver ce qui va marcher. Là, ce qui est génial avec ce modèle, c'est qu'on est un peu à poil quand on commence. On nous dit, bon, vas-y, augmente tes offres d'emploi sur tes candidatures sur les offres d'emploi. Et comment je m'y prends ? Bonne question. Donc, les gens, ils vont passer du temps avec les utilisateurs plutôt que dans Jira, plutôt qu'à écrire des specs, plutôt qu'à faire du design, à essayer, comme des entrepreneurs, à trouver ce qui sont les vrais problèmes un peu fondamentaux sur ce sujet qui vont frustrer les étudiants. Donc là, par exemple, dans ce cas, Raphaël, qui est product manager sur cette squad, qui doit optimiser le nombre de candidatures sur l'emploi, a été voir, je crois 50 étudiants dans son trimestre, avec son lead dev, avec son product designer, a été voir des entreprises qui ne publiaient pas beaucoup d'offres d'emploi, et a essayé de cerner fondamentalement qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme valeur que personne ne peut. Et là, on retombe sur le triptyque fondamental du product management. C'est quoi le product management ? C'est très simple. C'est d'adresser un besoin qui est vraiment existant, une friction de marché, de l'aligner avec de la valeur pour la boîte, et tout ça en se différenciant de la compétition. Si on arrive, entre guillemets, à fournir une solution qui est 10 fois mieux que ce que fait la concurrence sur un problème donné, on a gagné. Et ils essayent de faire ça et passent du temps sur le terrain, avec les gens, pour de vrai, pour trouver qu'est-ce qui vont être les bonnes choses. Une fois qu'ils ont ce truc-là, donc ça, c'est pas mal de prototypage. Supposons qu'ils partent sur le terrain, ils vont se rendre compte qu'il y a un problème, ils pensent que c'est ce problème le plus important, ils vont faire un proto très haute fidélité avec le product designer pour essayer de l'adresser, ils vont le montrer aux étudiants qui avaient le problème, et là, ils vont se rendre compte que finalement, c'était pas le vrai problème. Il y a plein de démarches et de méthodologies pour vérifier ces hypothèses. Donc c'est ce qui passe du temps à faire. Au bout d'un moment, ils ont une vision qui s'est construite, c'est une vision forte. Là, la vision de Raphaël, ça a été d'être,
ok, on peut craquer cette histoire de candidature sur les offres d'emploi avec le réseau, avec la communauté. Je sais pas, j'ai fait l'INSA de Lyon, je veux être en lien avec tous les étudiants ingénieurs de l'INSA qui ont des jobs de product manager aujourd'hui. Et là, je vais candidater, là, j'aurai quelque chose d'unique. Donc, qui définissent ce truc-là. Et une fois que ce truc-là est défini, ils peuvent passer un peu en mode build et construire quelque chose qui est grand et qui est ambitieux. Donc, c'est une démarche de discovery sur le terrain où on essaie de comprendre les frustrations, de tester nos hypothèses et d'être sûr. Et une fois qu'on est sûr, on a de la delivery. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas un monde aussi simple, c'est pas linéaire. Dans la discovery, des fois, il faut shipper des trucs dans le produit pour vérifier ces hypothèses. Il faut faire ce qu'on appelle des proof of concept pour vérifier la faisabilité, ou il faut faire des tests en direct avec les données des AB pour voir si nos intuitions sont correctes. Donc dans la discovery, il y a des trucs qui servent à vérifier nos intuitions. Et une fois qu'on s'est construit une intuition forte, là par exemple, on va bâtir quelque chose qui est d'énorme, voilà, pour connecter les différentes personnes d'un réseau et qu'elles interagissent et qu'elles partagent des offres d'emploi. Ça, on va apprendre plein de trucs en le faisant et ça va aussi alimenter la discovery. Donc c'est un peu un cycle qui s'alimente l'un, alimente l'autre et vice-versa. Mais ça, c'est super important. Si vous passez sur un modèle comme ça, décentralisé, où vous ne forcez plus les roadmaps, vos équipes, le premier truc garanti qu'elles vont faire, si vous leur disiez allez-y, essayez d'augmenter les candidatures sur les offres d'emploi, elles vont se mettre dans une chambre, là tous ensemble, et elles vont se dire ok, quel feature on fait. Et le fait d'avoir des développeurs dans l'équipe, ils vont tout de suite essayer de construire un truc, d'y passer des mois, avant d'avoir vérifié la valeur que ça peut avoir et d'être sûr que ça marche. Ça, c'est un peu le principe du lean, mais c'est ce qu'on appelle le build trap, c'est qu'on est vraiment attiré par le fait d'avoir des devs et pouvoir construire, et c'est super cool de faire du produit, de se mettre dans un endroit, de faire des mock-ups, de construire les machins, mais on peut passer un temps fou à faire des trucs qui n'ont pas d'impact. Donc on insiste beaucoup pour qu'ils aillent sur le terrain, qu'ils rencontrent des utilisateurs. On a le département design chez JobTeaser est expert en design thinking, donc c'est des méthodos qui optimisent un petit peu la façon de travailler pour trouver des propositions de valeur qui marchent. Mais une fois qu'on a ça, on est un peu sûr. Moi les PM, je leur dis, vous mettez votre bras à couper, que ce sur quoi vous allez bosser va faire monter votre métrique d'un point de vue OKR. Et j'ai d'ailleurs plein d'équipes qui se sont plantées, qui ont commencé, qui se sont mis à bâtir des trucs sans essayer d'aller sur le terrain, qui ont vu que ça faisait pas bouger l'aiguille. Comme je ne valorise pas ce qui sort en termes de features, c'est super dur. Elles ont passé 3 mois à faire un truc qui a eu aucun impact. Elles n'ont pas appris qu'elles ont mal fait. Ça les force après à rationaliser leur démarche. Donc voilà, c'est peut-être un peu long et douloureux, mais au final, ça permet de décentraliser les choses. Un truc très rapido, c'est que ça peut faire un peu suer les techs de temps en temps, quand on est pré-product market fit, de bâtir des trucs, des tests et compagnie. Par définition, tant qu'on n'a pas trouvé le product market fit, il faut faire des petites itérations les plus courtes possibles pour faire des tests et avoir du retour du marché. Mais ça implique de faire les choses de façon crado. Je suis désolé, on ne peut pas construire un avion à réaction pour tester un truc si on n'est pas sûr que l'avion il va rester, quoi. Donc quand les mecs veulent mettre des fondations en titane, faire un truc qui scale avec un code qui sera relisible dans 8 ans, je m'en fous. Parce que je ne sais pas s'il va être encore utile demain, ce truc qu'on construit. Donc on a fait un contrat pour les rassurer, c'est qu'eux, ils ne veulent pas mettre des trucs crado qui vont rester dans le code pendant 5 ans et qui vont nous créer de la dette technique. Notre contrat, il est simple, c'est que quand on est en mode test, dans la discovery, si on fait un POC, on s'engage à mettre une métrique de succès. Donc on dit ce POC sera successful si on atteint tel impact et si ça met tel temps à construire, c'est toujours une matrice. Et quoi qu'il arrive, on a un événement dans le calendrier, dans 2 mois, qui décommissionne automatiquement la feature, que ce soit un succès ou un échec. Donc les gens sont hyper rassurés, ok, on va faire un truc crado, on va le mettre en prod pour vérifier, par contre ce sera sorti du produit dans 2 mois. Si c'est un succès, on repasse du temps à le construire correctement, mais cette fois-ci on en est sûr. Donc là, allez-y, on peut envoyer la purée, mettre des fondations en titane, faire que le truc soit scalable, maintenable, etc., etc. Mais par ça, on arrive à valider, à rassurer un petit peu toutes les parties prenantes. Voilà, écoutez, quoi vous dire d'autre ? Oui, ça c'était un peu la conclusion de la partie produit, passer du temps à construire une vision, passer du temps avec les utilisateurs. On a une politique, on essaye que les product managers et même les équipes voient au minimum un utilisateur toutes les 2 semaines. Si tu n'as pas fait ça, pour moi, tu n'as pas fait ton boulot de PM, même quand tu es en mode delivery, par rapport à spécifier des tickets Jira. Il faut, la discovery, ça peut se résumer en dérisquant nos hypothèses. Donc on part des hypothèses les plus risquées, celles sur lesquelles on a le plus d'incertitude, et petit à petit, on converge vers un produit. Bon, ça c'est un petit peu plus technique, si vous avez des questions, on pourra en parler après. Et voilà, après ça peut stresser un petit peu les devs. C'est beaucoup moins confortable d'ailleurs de bosser comme ça, en format impact, sans roadmap prédéfini, que de bosser avec une grande roadmap parce que c'est facile d'exécuter une roadmap et de faire des features. Tout le monde sait le faire, entre guillemets. Donc ça peut créer du stress et ça peut créer une certaine situation d'inconfort. Donc au maximum, on essaye de rendre les choses simples, notamment pour les équipes de développement, pour pas qu'elles aient la sensation non plus de faire du développement crado. Écoutez, voilà.
c'est ce qu'on avait envie de vous montrer. Donc avec ça, voilà, c'est quand même, on a quelque chose qui peut vous paraître très technique, mais qui est chouette, parce que moi, mon boulot, voilà, c'est de réfléchir vraiment à comment on va accomplir la mission de manière très large. Ça va impacter tout Job Teaser. Cyril, lui, il regarde à son échelle sur une verticale qui est une tribe, comment il peut placer des squads pour contribuer. Et après, les PM, on leur a toujours pas dit les features. Eux, ils sont responsables d'aller voir sur le marché qu'est-ce qui va marcher. Ils ont un persona, ils ont un véhicule de valeur, ils ont une métrique à faire bouger et ils peuvent bosser avec un vrai boulot de PM ou avec un vrai boulot de squad, être maître de leur destin, trouver des propositions de valeur et construire le produit. Une petite anecdote, on avait un key result cette année qui était un peu large, c'était de faire 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires sur des nouveaux produits. Donc j'ai un product manager qui est arrivé, qui a pris ça sur la tête. Bon ben voilà, ton boulot, c'est de trouver... On a chez Job Teaser ce truc assez fascinant, on a plein d'écoles dans notre réseau maintenant. Ça a une valeur folle pour les entreprises. Les jeunes talents, ça se monétise énormément, c'est quelque chose qu'ils n'arrivent pas à toucher, c'est difficile de le faire et nous on l'a. On a très peu passé de temps là-dessus, donc moi je suis convaincu qu'on peut faire x10 sur le chiffre d'affaires de la boîte. Donc lui, sa mission, ça a été, vas-y, trouve-moi des trucs avec ta squad qui vont faire 1,5 million en un trimestre. Et voilà, il est passé du temps avec les utilisateurs, il a passé du temps avec les entreprises et il a conçu avec sa squad le premier module de chasse pour les étudiants. Vous savez, sur les ressources en tension, les développeurs, les product managers, etc. Le paradigme est un peu inversé en termes de recrutement. C'est plus les entreprises qui recrutent les étudiants, c'est les étudiants qui recrutent les entreprises. Les entreprises n'ont plus le pouvoir. Donc il a conçu un truc, un peu un mix d'Indeed et de Talent qui donne le pouvoir aux étudiants. C'est-à-dire que je suis une entreprise, je peux taper, je veux des gens qui connaissent, je sais pas, le Java, qui ont fait telle liste d'écoles d'ingé et de commerce, qui sont dans telle région. Ils ont du coup une liste d'étudiants qui est donnée. Ils peuvent postuler aux étudiants. Et les étudiants reçoivent une demande. Bon c'est génial, j'ai Job Teaser qui m'a contacté, qui veut parler avec moi pour un CDI, est-ce que j'accepte ou non? Le pouvoir est de ce côté-là. L'étudiant a 72 heures pour répondre, donc il y a un effet de rareté. Il répond et là ils peuvent rentrer en contact. Ce produit, à l'heure où je vous parle, il fait 400 000 euros de chiffre d'affaires en 1 mois et demi et ils l'ont conçu d'eux-mêmes. On leur a rien dicté. On leur a juste dicté tout ce framework stratégique, tout ce contexte qu'a donné le CEO, où on en était, ce qu'on voulait faire. Donc il l'a fait d'une manière à stimuler l'orientation, il l'a fait d'une manière à stimuler les valuable actions du parcours, mais c'est leur feature. Je peux vous dire que la squad est ultra motivée, c'est une entreprise dans l'entreprise. Ils font leur truc, quoi. Et leur truc qui marche, donc ils savent pourquoi ils le font. Ils ne sont pas là simplement à shipper des features dans le vent. Donc c'est hyper valorisable. C'est beaucoup. On a passé dans ce modèle d'impact team, je peux vous dire qu'il y a eu un avant et un après en termes d'engagement des équipes. Les gens se sont tout d'un coup mis à être comme un mode hackathon un peu mais permanent, quoi. Donc ça c'est quand même un truc assez fondamental. On est hyper fiers de Storga. Ça peut paraître un peu technique comme ça. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On vient de lever pas mal. On a fait une belle levée de 50 millions. On passe la tech de 60 à 180 personnes. On aura 18 squads en fin d'année et on ouvre un bureau à Lyon. Donc si vous connaissez des gens, des développeurs, des product managers, des product designers qui sont top, qui veulent bosser sur ce framework-là, n'hésitez pas à nous contacter. On a des cartes de visite et on serait hyper content de discuter avec vous. Merci à tous et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour. Déjà merci, c'était super intéressant. J'ai une question qui est aussi un peu d'ordre technique d'organisation et de scheduling. Parce que dans le type d'organisation que vous décrivez, alors peut-être j'ai mal compris, mais j'ai l'impression que la planification va descendre assez bas dans l'organisation, puisque vous avez des petites équipes, Tout à fait, ouais. Même en dessous du squad, je pense. La squad, c'est la plus petite unité. D'accord. C'est une petite entreprise qui bâtit un produit avec du design, des devs et du product. Qu'est-ce qui se passe dans un contexte qui, par exemple, peut être le mien, où vous avez on va dire une sorte de planification qui est nécessaire à grande échelle. Je vais expliquer pourquoi. Dans le cas où, par exemple, vous avez un client qui a un besoin, vous savez comment y répondre, ça va correspondre à un shipment, et vous devez lui dire quand vous allez répondre à son besoin, parce qu'il vous le demande. Donc dans ce cas-là, vous avez une sorte de besoin de planification et de visibilité des deadlines au top de l'organisation, en fait. Et pas seulement à l'échelle de la petite équipe. Et comment vous répondez à ce problème dans ce type d'organisation? Alors, c'est une super question. Alors, nous, c'est vrai que pour le B2B, c'est un petit peu différent, parce que des fois, les clients ont des demandes fortes. Le but, c'est que en fait, c'est marrant la façon dont tu formules ta question, tu sous-entends que ce besoin il remonte au top.
je dirais qu'il est au niveau entreprise, mais non, au final, nous, ça va être un besoin qui est défini par une squad. Supposons que j'ai une squad qui doit signer 50 écoles, c'est son objectif dans l'année, et qu'une école va lui demander « je veux absolument mes features pour pouvoir envoyer des newsletters aux étudiants ». Et c'est à eux, entre guillemets, de faire les bonnes choses pour y arriver, et c'est comme ça qu'ils vont atteindre leur objectif. Donc c'est plus leur problème, ça c'est le premier truc. Le deuxième, c'est qu'on a une pratique qui est décrite dans le bouquin qui s'appelle Inspired, qui est un super bouquin produit que vous connaissez sûrement, qui s'appelle les High Integrity Commitment. C'est-à-dire je ne commit à aucune deadline tant que je n'ai pas passé 2 mois avec vous, ou je ne sais pas combien de temps, à comprendre le besoin et à co-builder une solution, quoi. Donc on ne délivre jamais sur cahier des charges. Donc on s'engage à donner une deadline, par exemple, je ne sais pas, au bout de 3 semaines. T'es une école, tu me dis ça, j'ai besoin absolument de ma feature de newsletter, on t'envoie la squad. Si on pense que c'est nécessaire pour atteindre... La démarche, c'est ça. Je suis PM, je pense que c'est nécessaire pour atteindre mon objectif d'école, je sais que ça va en toucher d'autres si je fais ça correctement, et je vais te donner une deadline dans 3 semaines, et avec 3 semaines de travail en commun en amont. Donc je vais aller avec toi sur le terrain, je vais comprendre ton besoin sous-jacent, parce que souvent ils te donnent les solutions et pas les problèmes. Je vais voir comment ce besoin il peut impacter d'autres écoles que je peux signer. Et avec tout ça, je peux te dire, ok, c'est dans 2 mois et je commit à le faire à ce moment-là. Mais je commit jamais en amont de cette exploration. C'est comme ça que ça se passe. Et vraiment, c'est la problématique du product manager dans le sens où jamais le CEO va dire « Putain, t'as pas fait cette feature que m'a demandé l'école », il va dire « T'as pas atteint ton objectif de 50 écoles à signer ». Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est assez différent. C'est la métrique qui portait. C'est le PM qui va se dire « Ah oui, c'est peut-être parce que j'ai pas fait cette feature ». Mais on décentralise un peu la prise de responsabilité. Ça répond à ta question? Ouais, ça répond complètement à la question. Super. En fait, il y a une sorte de mapping entre des objectifs haut niveau qui descendent aux squads et Tout à fait. ensuite vous faites sortir les squads pour aller répondre aux besoins. Tout à fait. Et le truc dur, c'est que les objectifs des squads répondent aux objectifs d'en haut. Et c'est là-dessus qu'il y a un engagement. C'est pas sur des features, c'est sur des métriques. Donc quand tu me dis je vais signer 50 écoles, il faut que moi, je pense que ce soit la bonne métrique pour impacter mon truc de boîte. Et c'est là-dessus qu'il y a négociation et qu'on se bat autour du beefsteak, plutôt que sur faire un chatbot ou machin. Merci. Encore merci pour la con, c'était aussi hyper intéressant. Ce que je me demandais, c'est finalement, du coup, vous venez de lever 50 millions, vous avez un board d'investisseurs qui vous donne, eux, leurs objectifs. Oui, tout à fait. Et comment, moi j'ai déjà vu un peu les OKR, comment ça fonctionne, donc je pense que vous avez plusieurs types d'OKR avec des durées plus ou moins différentes. Et forcément, à mon avis, une squad a à minimum un ou plusieurs OKR. Donc il va y avoir une priorisation dans les OKR pour dire lequel on fait. Je me dis en fait comment ils trouvent le temps à un moment donné de dire on va sur le terrain, on va rencontrer des gens et après il faut développer. Et l'OKR, lui, il nous donne que 3 semaines, quoi, ou 6 mois, enfin peu importe la durée. Mais c'est vrai que je me dis, on a l'impression d'avoir quand même une planification qui est un petit peu à l'aveugle. Et on se dit comment les mecs ils gèrent leur temps. Alors, les OKR de boîte qu'on vous a montrés, on les définit à l'année et ils sont en quelque sorte validés avec les investisseurs. Donc il y a déjà une négociation à ce niveau-là. Il y a le board qui vient, vous allez faire quoi cette année? On a pris, entre guillemets, eux, ce qu'ils veulent, de toute façon, c'est de la croissance et une sortie. Ils veulent faire un multiple, ils veulent qu'on fasse une IPO ou un truc comme ça, quoi. Donc nous, on doit faire des OKR qui peuvent suggérer qu'on va faire de la croissance. Donc il y a déjà une négociation en leur disant... Parce qu'en plus, dans mes OKR, t'as vu, j'ai pas forcément fait de 50 millions, quoi. Donc on fait déjà un pari en leur disant, en bossant sur ces propositions de valeur, on pense qu'on va faire de la croissance, il y a un engagement qui est pris là. Et ça, c'est à l'année. Donc c'est quand même assez stable. Et après, les équipes, c'est pareil. Les OKR niveau tribe, qu'a décrit Cyril sur une verticale, c'est à l'année. Et après, la squad va avoir des OKR au trimestre. Mais il y a quelque chose qui reste fixe pendant longtemps pour leur permettre d'apprendre le marché, d'apprendre les personas. Et il ne faut pas se mentir, c'est comme quand on monte une boîte, on a vraiment de l'accroche qu'au bout de quelques mois. Donc nous, on tolère complètement le fait que les gens se plantent pendant un petit moment, quoi. Et c'est l'idée. Et donc voilà, un product manager, il sait qu'il doit faire monter son nombre de candidatures. Le premier trimestre, il va dire ma stratégie c'est ça, je m'engage sur ces OKR-là, qui ne sont toujours pas des features. Mais ça peut être des OKR d'explo. Hein. Ça peut être je m'engage à rencontrer 100 personnes parce que je pense que c'est ça qui va avoir de la valeur pour mon trimestre, quoi. Plutôt que de construire, très bien, il s'engage à ça. Le truc d'après, on a une vision, je m'engage à, je sais pas, multiplier par 2 les alumni que j'ai rapatriés. Et ça se passe comme ça, quoi. Voilà, mais du coup, les objectifs sont quand même stables à haut niveau, ça c'est super important. On les change pas souvent, parce que nous, un key result, c'est une squad, quoi. Donc si je te change ton key result, je te change ta boîte. C'est comme si tu es entrepreneur et je te dis, allez, non, t'arrêtes de faire ce truc-là, tu fais autre chose, c'est quand même compliqué. Donc non, on essaye de rester très stable. C'est juste les squads qui, elles, ont une échelle de temps un peu plus courte. Et vous arrivez à gérer la latence entre le moment où ils ont compris l'OKR. Enfin, il peut y avoir une OKR qu'ils vont développer peut-être en 2 semaines, et qui va nécessiter peut-être 2 mois et demi
de à se creuser la construction, tête, à rencontrer les clients, à se dire, parce que c'est vrai que comme c'est généraliste, Ouais. vous arrivez. Est-ce que humainement, c'est pas dur de gérer le stress de la latence en fait? En fait, il y a un truc qui est super clé, c'est de valoriser les apprentissages quand c'est comme ça, parce que c'est ça qui te mène à un produit qui marche. Et du coup, si on fait un tour de table au premier trimestre, au deuxième, t'as toujours pas fait bouger ton curseur, t'es à 0, et c'est ce qui arrive avec plein de squads quand on commence. Elles nous apprennent ce qu'elles ont appris sur le terrain en rencontrant des gens et ce qui ne marcherait pas. Et donc elles ont réduit l'ensemble des possibles pour faire manger l'aiguille. Et si on sent qu'elles ont fait un bon travail de ce côté-là, nous on est ok, on a appris des trucs aussi parce qu'on avait nos croyances. Donc c'est hyper important de valoriser la réduction d'entropie qu'ils ont, qu'ils ont menée sur le terrain. Merci. Bonjour, merci, effectivement, c'était intéressant. Moi, je me demandais en fait combien vous étiez de personnes à la tech entre les PM et les développeurs, et du coup comment vous arrangez pour occuper un peu l'équipe pendant que le PM fait de la discovery, est-ce que ça prend du temps? Comment du coup on match un peu les specs, enfin la bande passante tech et les specs quoi, quelque part. C'est une excellente question, on l'a très mal fait au début. Donc, alors aujourd'hui on est 250 chez JobTeaser, on est une centaine à la tech, il y a 8 squads, il y a à peu près 8 ou 9 personnes par squad. Ces squads sont répartis dans 3 tribes. Voilà. Et c'est vrai que quand tu commences avec un objectif, il y a un temps incompressible où il ne faut pas développer. Donc voilà, les équipes qui se sont ratées, c'est celles qui ont développé trop tôt. Que faire avec les devs? Alors, il y a beaucoup de choses à faire, on a une plateforme qui a 10 ans. Donc pendant que le product manager... Déjà, on essaye d'emmener les devs faire de la discovery, c'est important. Donc le lead dev, il va passer du temps avec le product manager et le product designer à aller sur le terrain. C'est quand même beaucoup mieux d'avoir plusieurs gens qui ont cette dimension un peu imbibée utilisateur pour après prendre des décisions à leur niveau, quoi. Ça leur permet d'éviter une chaîne de communication chiante et longue. Donc on les implique quand ils sont intéressés dans la discovery. Les devs peuvent venir faire des entretiens utilisateurs, pas que le lead dev. Ça, c'est le premier truc. Et les autres, ils committent à des OKR de réduction de dette technique ou de trucs. Chaque squad, ça je ne vous l'ai pas dit, a un périmètre fonctionnel qui lui est associé. Donc entre guillemets, quand ils ne développent pas vers leurs OKR, ils peuvent maintenir le périmètre fonctionnel et le faire évoluer. On a par exemple des crawlers qui vont crawler les sites de nos entreprises partenaires qui ont des milliers de jobs et qui ne veulent pas les retaper à la main. Et ben voilà, si c'est dans mon périmètre fonctionnel et que j'ai mes crawlers qui tombent en panne tous les 3 mois, je peux me dire, allez, je vais faire un système pour améliorer ce truc-là, de temps que, entre guillemets, ma discovery ait eu lieu. Donc voilà, il y a ce périmètre fonctionnel qui est distribué dans les squads qu'on doit maintenir, qui fournit une activité, et par ailleurs, il y a la discovery dans laquelle on emmène tout le monde si les gens veulent, parce qu'il y a des gens qui s'en foutent et c'est leur droit aussi. Justement, par rapport à la maintenance de la dette technique que tu disais, Ouais. comment ça tu génères dans la squad la priorisation si tu valorises pas la feature? Comment tu valorises, par exemple, tu vas valoriser des nouvelles universités qui rentrent, et le crawler qui marche plus, ça n'a pas forcément créé de la value. Bon, peut-être dans cet exemple-ci, mais donc, et qui est responsable de cette priorisation si ce qui paye au final, c'est la création de valeur? Non, t'as raison. Ça, c'est un des trucs sur lesquels on a le plus de mal, pour être honnête, parce que si tu te retrouves avec un truc qui tombe et qui n'est pas dans tes OKR, quelle est la raison pour toi de bosser dessus? Donc notre rationnel, c'est de dire, tu as une surface fonctionnelle qui t'est attribuée, et si, entre guillemets, il y a un truc qui tombe et qui embête des parties prenantes, des écoles ou quoi, tu as des KPI qui vont baisser, tu as des écoles qui vont partir, et le jeu, c'est que tu dois maintenir le niveau de qualité et de performance sur ton périmètre fonctionnel, quoi. Donc si par exemple tu as réussi à faire signer 17 écoles et que ton OKR de l'année suivante ça n'a plus rien à voir, que c'est toujours dans ton périmètre fonctionnel les trucs qui tombent, qui peuvent faire tomber les écoles, tu essayes de maintenir le 17, quoi. Donc c'est ça qu'on fait. Donc les gens, c'est là que le product manager a un rôle compliqué, c'est qu'il doit décider qu'est-ce qu'on priorise de l'ordre de faire avancer nos OKR et qu'est-ce qu'on priorise sur la surface fonctionnelle existante qui est de notre squad et qui implique le business par ailleurs. Et c'est vraiment des décisions d'entrepreneur au final. C'est comme si tu étais une petite boîte, que tu avais plein de sujets, que tu as des prios, mais qu'il y a autre chose qui se passe par ailleurs. Et on essaye de procéder en bonne intelligence et de donner aux gens la latitude de le faire. Mais ça, c'est dur. C'est le truc le plus dur potentiellement qu'on a. Il y a des casse-têtes de priorisation de temps en temps sur le sujet des crawlers, par exemple, qui est fort pour être assez transparent. Une dernière par là-bas, allez. Juste par rapport à la constitution des squads, on a compris qu'il y avait du design, des devs, des produits dedans. Ouais. Est-ce qu'il y a aussi des commerciaux du coup pour aller vendre ce produit à très court terme c'est une bonne question. C'est vrai qu'il y a des boîtes qui dans leur feature team mettent du marketing, des sales, etc. Nous, c'est pas le cas.
Nous, on applique les forces commerciales à partir du moment où on a un produit, on a un market fit qu'on peut commercialiser. Donc on a ce format, d'abord on est en mode, on cherche un market fit, après on a une alpha pour le vérifier, après on a une bêta, et là on peut commencer à impliquer les sales, mais ils sont après, en quelque sorte, et ils ne sont pas dans les squads. C'est juste qu'on a un relais qui s'appelle le Product Marketing Manager. C'est des trucs de grandes boîtes, ça, si vous avez des petites startups, vous en avez sûrement pas, mais c'est eux qui sont responsables de prendre le produit et de le rendre commercialisable par les sales en le plaçant dans un marché, en leur faisant de la formation à la vente, etc. Donc eux, ils font le pont après entre les trucs qu'on a créés et les équipes commerciales. Et comme les trucs qu'on a créés, ils ont été faits sur des métriques de boîte qu'ont les sales aussi, normalement il y a un recoupement, et quand le produit sort, ça correspond aux besoins des sales, quoi. Mais eux, ils récupèrent le truc un peu en aval. Par contre, il y a un truc qui est important, c'est quand le product manager va sur le terrain, ça veut aussi dire le terrain de l'entreprise. Donc il faut qu'ils demandent évidemment aux commerciaux quels sont les retours des clients, etc. Et ils vont faire des meetings avec eux, quoi. Mais ça devient plus une partie prenante qui a de l'information plutôt que quelqu'un qui va dicter un truc dans la squad. Voilà. Merci. Et ben merci à tous.